Bonjour à tous, merci d'être là, je suis ravi d'être parmi vous. C'est mon quatrième Web Today et c'est mon troisième Web Today sur scène. C'est la première fois que je fais une conférence ici, merci beaucoup. Donc je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle 15 Marches, une agence de conseil en stratégie et innovation. Je suis un peu un zèbre dans le métier parce que j'ai travaillé 10 ans dans le transport public, ce qui est a priori assez éloigné du numérique. Et depuis 5 ans, en fait, j'essaye de comprendre comment fonctionnent les entreprises du numérique. Donc en gros, mon métier, c'est d'accompagner en fait, les entreprises de l'idée au business. Donc pourquoi parler de voitures autonomes aujourd'hui, ou pourquoi ne plus en parler justement, c'est d'essayer, derrière le fait que tout le monde parle de la voiture autonome et que c'est un sujet extrêmement à la mode, d'essayer finalement de faire mon métier, c'est-à-dire avec ce que je sais, de faire passer l'examen finalement à la voiture autonome, de quel peut être le chemin critique qu'elle peut avoir pour aller au marché. Exemple concret, en fait, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé, c'est-à-dire, considère comme un expert, donc j'ai eu ce message il y a une année par une amie qui me dit « J'ai une question très sérieuse pour l'expert que tu es. Penses-tu que je peux attendre la voiture sans conducteur pour passer mon permis, car j'ai 29 ans et je ne sais pas conduire, c'est la honte. » Donc juste pour savoir, est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Tout le monde a le permis? Est-ce que vous êtes posé cette question-là? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui se posent cette question, par exemple, pour leurs enfants ou pour leurs cousins, etc. Qui est-ce qui se pose cette question-là? Ok, bon, il y a quand même des gens. Donc c'est une question très sérieuse. On va commencer par la petite pastiche à la fin. C'est la honte. Pourquoi c'est la honte? C'est parce que l'automobile, en fait, c'est pas un produit comme les autres. En fait, c'est pas un marché comme les autres, ça on va voir. Mais c'est un produit en fait qui est bourré de fantasmes. Ça fait partie de notre imaginaire. En fait, derrière l'automobile, en fait, à tort ou à raison, on voit en fait, c'est le symbole de la liberté. À 18 ans, on a le permis, on peut s'échapper, on n'a plus besoin des parents. Il y a cette image en fait de l'accès à la campagne, la libération, et puis il y a aussi un très fort aspect d'identité. En fait, on n'a pas une voiture par hasard. En fait, on rêve de voiture, on s'identifie. Même les acheteurs de Dacia, en fait, ils ont quelque chose à nous dire par rapport à leur choix d'automobile. Il y a aussi un autre point qui est très important, c'est moi ça fait 15 ans que je travaille dans les transports, il y a toujours quelqu'un qui va venir avec une technologie en nous disant « Mais Stéphane, est-ce que tu ne crois pas que c'est cette technologie-là qui va tout changer ?» C'est-à-dire la mobilité, c'est énormément de sujets, mais ici vous avez Marty McFly en 1985, pour ceux qui connaissent, dans Retour vers le futur, il a évidemment, il n'y a pas un film de science-fiction où il n'y a pas un nouveau mode de transport, donc lui il a le hoverboard en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent. Donc forcément, le véhicule autonome, les gens se disent, ça y est, on a quelque chose de miraculeux qui va résoudre tous nos problèmes. En réalité, ça ajoute une autre confusion, en fait, au-delà de l'aspect plutôt émotionnel et culturel, c'est qu'en fait, il n'y a pas une voiture autonome. Quand on parle de voiture autonome, on va parler de la petite Google Car qui est en bas à droite, en fait, donc il y a un mode dédié qui est conçu pour ça. Vous avez peut-être vu, je ne sais pas s'il y en a une ici, mais il y en a dans quasiment tous les salons, vous avez aussi des minibus en fait, qui sont dédiés, donc qui sont conçus comme des véhicules autonomes. Concrètement, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de poste conducteur, il n'y a pas de pédale. Et puis vous avez la Tesla de Gaël ici, qui est un véhicule banalisé, mais qui a des fonctions d'autonomie. Et puis vous avez aussi des gens qui, comme Uber par exemple, qui vont hacker des véhicules, en fait, ils vont les transformer, des véhicules courants, pour les autonomiser, mais dans une optique d'être un service, en fait. Donc déjà, quand on parle de véhicules autonomes, un coup, on va vous parler plutôt de bus ou de taxi, et un coup, on va vous parler de votre voiture qui deviendrait autonome. Et puis, pour rajouter à la confusion, il y a ces tableaux très compliqués. Donc moi, je suis consultant, j'aime bien les tableaux compliqués. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que finalement, en fait, il y a plusieurs niveaux d'autonomie. Il y en a 6, en fait. Celui à gauche, c'est ma 307, en fait, c'est-à-dire elle n'est pas du tout autonome, il y a vaguement un truc pour garder la vitesse. Et puis, de l'autre côté, il y aurait l'autonomie totale. Donc là aussi, il y a une sorte de désinformation, c'est-à-dire on va appeler véhicule autonome la Tesla, par exemple, qui est simplement au niveau 2, on ne voit rien du tout. Le niveau 2, en gros, c'est vous devez garder les mains sur le volant, donc de temps en temps, en fait, elle va être capable de faire un certain nombre de choses, mais je dirais, vous êtes obligé de garder les mains sur le volant. Et aujourd'hui, c'est pas un scoop, il n'y a pas de véhicule complètement autonome qui soit capable de rouler sur toutes les routes et tout le temps. Donc pourquoi je vous parle de ça en introduction? C'est parce qu'au-delà en fait, de cette confusion que si vous vous intéressez au sujet, vous allez arriver à décrypter ça, il faut sortir un peu de la hype et se dire concrètement, en fait, est-ce qu'on peut étudier ce produit-là comme n'importe quel produit et regarder s'il va passer un petit peu l'examen du chemin critique vers le marché. Donc la première chose, c'est d'un point de vue purement technologique, est-ce qu'on est capable, j'ai montré des obstacles en fait comme ça, est-ce qu'on est capable de la faire rouler toute seule, tout le temps et partout? Toute seule, tout le temps, partout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, un véhicule autonome, il ne voit pas en fait. Il compare ce qu'il voit
à une carte qu'il a, c'est-à-dire à une représentation numérique. Alors il y a des cartes et puis il y a des modèles en fait. Alors on peut parler d'intelligence artificielle. Par exemple, il sait reconnaître que c'est un arbre, il sait reconnaître que c'est un piéton, il sait reconnaître un piéton d'une image de piéton sur un véhicule. Vous voyez, ça devient un peu sioux. Mais quand vous allez être dans des conditions extrêmes, il y en a eu il n'y a pas longtemps ici, il va avoir beaucoup de difficultés. C'est pour ça aussi que les magnifiques vidéos que vous voyez de véhicules autonomes qui roulent tout seuls, c'est souvent en Californie, il fait très beau, et ce n'est pas dans les conditions extrêmes qu'il y a. Donc ça, c'est une première raison. C'est pour l'instant, en fait, les véhicules ne sont pas capables de rouler dans toutes les conditions, pour l'instant. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est très important, c'est est-ce qu'il va rouler tout seul, en fait, c'est-à-dire il va rouler au milieu de vous, en fait, dans la circulation, ou est-ce qu'il va être accompagné, c'est-à-dire rouler plutôt dans une logique de ce qu'on appelle des trains de véhicules. Là, vous avez l'image de camions. Donc ça existe déjà, c'est sans doute ce qui va arriver en premier, c'est-à-dire des camions les uns derrière les autres. Ici, vous avez un chauffeur dans le premier camion, et il va tirer les autres. En fait. Donc ça, c'est aussi important. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a encore des forks, comme on dit en informatique, c'est-à-dire il y a encore des écoles. En France, par exemple, ça a été annoncé récemment, l'école, c'est le véhicule, il sera relié à l'infrastructure. C'est-à-dire qu'il faudra équiper des infrastructures pour que le véhicule puisse fonctionner, puis on va équiper des véhicules entre eux pour qu'ils puissent s'envoyer des informations. Ce n'est pas du tout l'école qu'on peut dire américaine qui dit non, non, le véhicule, il est totalement autonome. Enfin, une vraie question, c'est est-ce qu'il sera capable de rouler sur toutes les routes? Les investisseurs ils disent qu'il y a 4 marchés mondiaux, réellement mondiaux. Il y a la brosse à dents, il y a les chaussures, il y a le téléphone, et puis il y a la voiture. Ça veut dire que c'est globalement des marchés qui fonctionnent dans le monde entier. Ici, vous avez une image, alors je pense que c'est Singapour ou Hong Kong. Personnellement, moi, je ne saurais pas comment me comporter, où est-ce qu'il faut se mettre, en fait, sur la petite encre. Que fait le type qui est au milieu exactement ici? Donc ça, c'est une information. Ces véhicules, ils vont être programmés. Est-ce qu'ils vont être programmés pour un type de ville, pour un type de croisement, pour un type de comportement, ou pour n'importe lequel? Est-ce qu'on va devoir changer en fait les comportements de tous les utilisateurs de les routes pour ça? C'est encore une question. Puis enfin, quand on dit qu'on va remplacer le conducteur, on va remplacer quel type de conducteur? Vous conduisez d'une certaine manière, moi différemment. Selon les États, on accepte ou pas. Anecdote, toujours avec la Tesla, le premier mode autopilote, donc une sorte de contrôle de vitesse, il était limité forcément à la vitesse limite autorisée. Puis les conducteurs, ils ont râlé, ils ont dit non mais nous on irait bien un petit peu plus vite parce que dans nos habitudes de conduite, on roule rarement en fait à la vitesse, on se fait klaxonner et tout. Donc vous voyez déjà les dilemmes qu'il va y avoir, c'est-à-dire il est possible que le véhicule autonome, sa conduite soit assez ennuyeuse. Il est possible que vous soyez malade dans un véhicule autonome. Donc ça, c'est des questions qui sont encore en suspens, qui ne sont pas encore résolues. Évidemment, vous avez l'exemple là aussi qui mixe la question de la localisation et la question des conditions de conduite. Deuxième sujet, en fait, qui est, là on commence à aborder l'aspect stratégique, c'est-à-dire est-ce qu'on va y aller d'un coup au véhicule autonome, le grand soir, le grand coup de balai, il y aura des véhicules autonomes partout, ou est-ce qu'on va y aller progressivement? Et là, on commence à rentrer dans la stratégie des acteurs. On ne part pas de zéro, on n'est pas sur la Lune. On a des constructeurs automobiles, c'est un marché de plusieurs milliers de milliards, c'est très important. Il y a des acteurs en place et il va falloir faire avec. Si je devais caricaturer la position des constructeurs automobiles, il y en a ici des constructeurs automobiles ou pas? Ça va, on est tranquille. En gros, le constructeur automobile, il est à peu près le modèle de Sergei Boubka. Sergei Boubka, c'était quelqu'un qui sautait à la perche, je ne sais pas si vous connaissez, et en fait, il était assez malin. Tous les ans, il battait son propre record du monde et il empochait $1 million. On savait bien qu'il était capable de sauter 20 cm au-dessus, mais il n'était pas con. Il les sautait une année après l'autre pour empocher le pactole. Le constructeur automobile, il fonctionne un peu de cette manière-là. Il lui faut 3 à 5 ans pour sortir un nouveau modèle, ça coûte extrêmement cher. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va entretenir le suspense en modifiant. Ici, vous avez la Porsche 911 à 50 ans d'écart. Le Porsche 911 à 50 ans d'écart, c'est toujours une Porsche 911, mais elle a été améliorée petit à petit. Donc dans cette logique-là, si j'interprète, le véhicule autonome, il est possible qu'ils nous le vendent de la même manière. On a vu les marches tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord le niveau 1 d'automatisation, ensuite un peu plus, un peu plus, un peu plus. Donc ils vont y aller progressivement, et évidemment, vous pouvez commencer à imaginer ce que ça signifie de passer d'un niveau où vous lâchez le volant, vous avez confiance ou pas, etc. Et puis, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre, c'est qu'il y a des véhicules, vous avez remarqué, on n'est pas... En France, en gros, il y a 38 millions de véhicules, il y a 2 millions de véhicules neufs par an. Et sur ces 2 millions de véhicules, il y a 1 million qui sont achetés par des particuliers. Donc si vous regardez, même si demain, c'est 1 million achetés que des véhicules autonomes, il y aura un renouvellement qui sera assez long. Je vous ai mis un exemple ici, c'est l'airbag. En fait, l'airbag, on pourrait penser que tous les véhicules ont l'airbag. Ben non. Autour de nous, tous les véhicules n'ont toujours pas l'airbag, une invention de 1984.
hein. Donc c'est lié à la fois à la stratégie des constructeurs qui ne donnent pas l'airbag tout de suite, et puis c'est lié aussi au rythme du renouvellement, c'est des pures mathématiques. Donc même dans vos rêves, même si demain matin vous n'achetiez que des véhicules autonomes, il ne faut pas s'attendre à avoir des véhicules autonomes partout avant 15, 20, 30 ans. Okay, donc c'est pour ça que certains disent, maintenant, nous on va faire le leapfrog, hein, c'est bien connu en innovation, le leapfrog c'est le fait de passer directement d'un stade à un autre, sans passer par les stades intermédiaires. Donc nous on va fabriquer des véhicules, on va faire fabriquer des véhicules et des technologies sans conducteur, c'est-à-dire on ne passera pas par les stades intermédiaires, il n'y aura pas de volant, il n'y aura rien du tout. Donc ici c'est un modèle de Daimler, mais vous avez évidemment les modèles de Google dont on a déjà parlé. Donc c'est deux stratégies totalement différentes qui pour l'instant cohabitent. On n'a pas tranché ça. On n'a pas dit on va balayer ça, et je vous laisse vous mettre à la place des acteurs en place. Pourquoi il y en a qui souhaitent plutôt aller directement au sans conducteur, et d'autres qui vont plutôt faire durer le suspense et le plaisir. Enfin, qui est-ce qui sera responsable de quoi en cas de problème? Aujourd'hui, en fait, c'est assez simple, c'est même inscrit dans la loi, c'est même inscrit au niveau européen. Le responsable, c'est le conducteur. Hein, je veux dire, quoi qu'il arrive, le conducteur est responsable, pas de conducteur, pas de responsable, pas de voiture. Donc ça, c'est très simple. Donc qu'est-ce qui se passe, en fait, si on enlève le conducteur? Alors déjà, on commence à avoir un petit problème, c'est-à-dire que toutes nos étapes là où il y aura encore quelqu'un qui sera au volant, c'est assez simple, il sera responsable. Ici, c'est un écran, en fait, je vais encore parler de la Tesla, hein, de mode autopilote de Tesla. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, attention, le régulateur peut ne pas détecter tous les objets et peut ne pas freiner ou décélérer. On a de plus en plus d'exemples, hein, c'est des modèles qui se répartissent, donc il y a des accidents. Et donc, gardez l'attention et n'oubliez pas surtout que c'est vous qui êtes le responsable, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas Tesla, ce n'est pas le fabricant de logiciels. Autre problème qui a été pour le coup beaucoup médiatisé, qui est un problème que les militaires connaissent déjà pour les drones, que les pharmaciens, enfin les labos pharmaceutiques connaissent, c'est quand il y a un choix qui est impossible en fait de tuer un ou l'autre. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le trolley problem. En fait, c'est concrètement une voiture même autonome, elle a des principes physiques. Hein, 1,5 tonne, ça ne s'arrête pas en 2 mètres. Donc si elle a le choix si elle doit décider, entre écraser les gens qui traversent la route bêtement devant vous et se prendre le mur et donc tuer ses occupants, qui est-ce qu'elle va choisir? Ça, c'est un vrai sujet, c'est un sujet de responsabilité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sujet, les gens qui ont programmé cette voiture en seront comptables devant les autorités. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement bloquant. Pour l'instant, il n'est pas encore traité, mais il va l'être. Enfin, on arrive là dans quelque chose que je dirais qui est plus courant, c'est l'aspect stratégie industrielle. Encore une fois, il va bien falloir que quelqu'un les fabrique, ces voitures, il va bien falloir que quelqu'un les mette sur le marché, et évidemment, la stratégie propre de chaque acteur est importante. Donc voilà un graphique que les consultants adorent. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre finalement toutes les stratégies et tout le jeu en fait, de stratégie qu'il y a actuellement. En gros, si vous n'arrivez pas à lire, vous avez en bleu clair les véhicules, en rouge, vous avez tout ce qui est l'aspect technologique. Donc jusqu'à maintenant, en fait, les constructeurs, ce sont des intégrateurs de technologie, mais ils les intègrent en interne. Là, on commence à avoir des accords en fait, qui sont faits avec des intégrateurs externes. Vous avez en noir les applications et les services. C'est-à-dire concrètement, Toyota a investi dans Uber. Pourquoi Toyota a investi dans Uber? C'est parce qu'il se dit, quelque part, si jamais il y a le scénario où il n'y a plus de conducteurs, qui est-ce qui va discuter? Qui est-ce qui a un lien quotidien avec les utilisateurs? Ce n'est pas moi Toyota. Moi Toyota, les utilisateurs, je les vois tous les 8 ans quand je vends une voiture. C'est Uber. Et donc je vais m'associer avec ces gens-là pour essayer de comprendre ce qu'ils font, pour essayer de changer. Et enfin, il y a la cartographie. En fait, ça a été évoqué tout à l'heure par Gaël. Le véhicule, il lit une carte. Donc on réalise, certains un peu tard, que de posséder en fait des bases de données cartographiques extrêmement perfectionnées, ça devient un avantage compétitif énorme. Donc dans ce mécano, en fait, les constructeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vu Nokia, hein, ils ont vu Kodak, ils sont vachement bien formés, ils ont des super consultants, et ils se disent, moi je ne veux pas devenir le Foxconn, c'est-à-dire je ne veux pas devenir le fournisseur de matériel de Apple, de Google, de Uber. Je ne veux pas ça. Donc ils sont en train de mettre en place ce qu'il faut pour ça. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement en fait? Donc on a vu, ils investissent énormément. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez en horizontal les 4 plus grands constructeurs. Et qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils acquièrent énormément de startups. Donc les petites barres que vous voyez, c'est sur les 4 dernières années, c'est le rythme d'acquisition en fait des différentes startups par ces acteurs-là. Donc ça, c'est important parce que ça injecte énormément d'argent dans le système. En gros, les unités de grandeur que vous pouvez retenir, c'est qu'un ingénieur ou une ingénieure en robotique aujourd'hui, ça s'achète entre 5 et 10 millions de dollars.
C'est-à-dire que quand vous rachetez une start-up en fait, qui fait de la robotique, vous rachetez en fait le personnel et ça vaut entre 5 et 10 millions de dollars. Donc ça, c'est des métriques qui sont énormes et qui montrent en fait l'intérêt qu'on a et la course de vitesse qu'il y a. Donc il y a à la fois une course de vitesse et il y a à la fois un mécano qui se construit, c'est-à-dire on ne veut rien perdre. Exemple, Uber, la semaine dernière, en fait, ils ont investi dans une entreprise de trottinettes électriques. 250 millions. 250 millions dans une entreprise de trottinettes électriques. Je vous expliquerai pourquoi après. Dernier point, qui n'est pas le plus bête, hein, c'est qui va acheter, en fait, qui va utiliser ce véhicule autonome, et puis pourquoi faire. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est dans un milieu de marché. Moi, j'ai passé 15 ans à essayer de faire changer de comportement de mobilité à des gens, choisir tel mode plutôt qu'un autre. On va l'avoir aussi. Donc là, forcément, je suis un peu partie prenante, mais moi, je m'interroge vraiment pourquoi est-ce que les gens vont acheter un véhicule pour ne pas le conduire. Ça, c'est dans l'hypothèse où ils l'achètent. Donc, je n'ai pas eu besoin de chercher loin. La publicité du magasin BM à côté de chez moi, il dit « le plaisir de conduire n'attend pas ». Bah, là, il n'y aura plus le plaisir de conduire. Je veux dire, on pourra peut-être programmer une certaine conduite, mais il n'y aura pas ça. Donc ça, c'est une inconnue. Aujourd'hui, en fait, les constructeurs se comportent comme s'ils allaient continuer à vendre des véhicules. Et si ce n'est pas eux qui vendent des véhicules, il va falloir qu'ils fonctionnent de manière complètement différente. Par exemple, vous avez ici donc, une entreprise spécialisée, alors c'est Navia, je ne sais pas s'il y en a une par là, généralement il y en a qui tournent. Donc eux, ça y est, c'est en vente. Vous pouvez acheter ce véhicule pour 250 000 € par an, puisqu'évidemment, derrière ce véhicule, vous allez avoir tout un système de gestion de flotte, de fonctionnement, de maintenance, etc. Donc ça, c'est un autre modèle qui se rapproche plus de ce qu'on connaît dans le bus avec la TAN ici. Et enfin, vous avez le modèle Uber. En fait, Uber, c'est quoi? C'est dormez en paix, vous êtes tous passagers. C'est-à-dire, en gros, demain, on est tous passagers, vous ne posez pas la question. Pensez au transport aérien. C'est-à-dire, quand vous choisissez un avion, d'abord, vous ne choisissez pas un avion, vous choisissez une destination. Vous choisissez des fois entre plein de destinations. Après, savoir quel avion, par quel aéroport vous allez passer, faire une correspondance, à la rigueur, c'est le cadet de vos soucis. Vous avez un siège de réservé avec votre amoureuse et vous allez partir là où vous voulez. Le but d'Uber, c'est la même chose. C'est de dire que vous ayez besoin d'une trottinette, d'un vélo, d'un camion, dormez tranquille, je m'occupe de tout. Donc ça, c'est le modèle extrêmement puissant et c'est un modèle qui peut changer complètement le jeu, y compris du véhicule autonome. Donc voilà pour le résumé, j'en ai pas fini. Donc ça, c'est l'analyse, c'est les points que je vous invite à suivre en fait derrière la hype du véhicule, de la super caméra, lidar, etc. C'est ces points-là qu'il faut suivre parce que c'est par un de ces points-là en fait que ça fonctionnera ou pas. Est-ce que j'ai répondu à la question de mon ami? Moi, je ne suis pas satisfait en fait, de cette réponse. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne suis pas capable de lui dire tout de suite ça va marcher ou pas. Donc je voudrais aller plus loin en fait, avec vous, il me reste un petit peu de temps, et je voudrais dire qu'en fait, le vrai sujet, il est derrière, c'est est-ce que nous, on est prêts? C'est-à-dire, est-ce que la société, elle est prête pour cette révolution? Quand vous discutez avec des ingénieurs, ils vous disent, le sujet, c'est pas est-ce que ça va arriver ou pas, c'est quand est-ce que ça va arriver. Ça veut dire qu'en gros, c'est devant nous, à 5, à 10, à 15 ans, mais on sait le faire, on va savoir le faire. La question, c'est est-ce qu'on va mettre l'argent? Ça a l'air d'être bien parti. Est-ce qu'on va l'accepter? Donc moi, j'aime bien faire un peu d'histoire de l'innovation. La voiture telle qu'on la connaît, elle n'est pas arrivée du ciel au milieu de rien. Il y avait des cochers, il y avait des gens avec des charrettes à bras, il y avait beaucoup de gens, et ça a été extrêmement compliqué. Il y a une loi en fait en Angleterre qui s'appelait la loi du drapeau rouge et qui imposait que les premières automobiles, elles circulaient à 6 km/h. Elles devaient être occupées par 3 personnes au minimum, dont une devait courir en avant à chaque carrefour avec un drapeau rouge pour prévenir les autres utilisateurs de la voie qui étaient les cochers. Ça ressemble un peu aux lois sur Uber, hein, je trouve. Donc, non, mais sérieusement, il y a eu énormément d'accidents aussi, et finalement, toute la ville, tout le monde s'est adapté à cette technologie. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à s'adapter à cette technologie, c'est-à-dire concrètement à numériser nos routes, à changer des règles, à changer peut-être nos manières de se comporter. Concrètement, ça veut dire quoi? Et les gens qui travaillent dans le pharmaceutique, qui connaissent bien, on est prêt à accepter combien de victimes pour y arriver? Il y a des développeurs ici? Vous avez déjà délivré du code qui était nickel du premier coup? Eux non plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bugs, concrètement, ces voitures, elles vont avoir des bugs, elles ont besoin d'avoir des bugs pour être optimisées, et les bugs, c'est ça. Les bugs, c'est des accidents, en fait, volontaires, pas volontaires, etc., qu'on aurait pu éviter ou pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on accepte, et concrètement, on va devoir dire, vous avez un crédit de tant de victimes, vous imaginez ce que ça suppose socialement, hein, je veux dire sociétalement, pour qu'on puisse arriver à en avoir beaucoup moins à la fin. Puisqu'on est tous d'accord que le véhicule autonome, à la fin, il va éviter d'avoir les 2 millions de morts par an. Aujourd'hui, on a 2 millions de morts par an à cause de la voiture. Donc ça, c'est une vraie question sociétale. Je vous invite à voir dans d'autres domaines comment est-ce qu'on traite une mort
prévisible. Ça va être chaud. Hein. Donc ça, en innovation, qu'est-ce qu'on dit en fait? On dit que derrière la courbe en J, vous savez, la fameuse crosse de hockey des technologies, c'est-à-dire quand ça marchera, tout le monde l'utilisera et on sera sur un marché de 35 milliards, dont moi, start-up, je te demande de me financer 300 000 euros. La vraie vie, en fait, c'est des courbes en S, c'est-à-dire ça va, ça vient, il y a des accidents, on revient en arrière, etc. Donc comment est-ce qu'on va être capable de gérer avec un sujet, encore une fois, aussi psychologiquement, culturellement, sociétalement, ancré en nous, ce changement? Est-ce qu'on va être capable? Et donc ça m'appelle quoi? Ça m'appelle en fait une... Si ça marche? Non? Ça marche plus? J'ai plus de diapo? Si, c'est bon, je suis allé trop loin. Ok. Donc ça me dit quoi? Ça me dit peut-être que la vérité est ailleurs. C'est-à-dire, on n'a quasiment jamais vu en matière de technologie quelqu'un qui dit dans 10 ans, j'aurai ça. Concrètement, les chemins, ils sont toujours sinueux. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un vélo. Mais en fait, ce n'est pas un vélo, c'est un vélo électrique, et c'est un vélo électrique partagé avec un algo derrière qui permet de remettre les véhicules là où il faut. Ça, c'est un mode de transport innovant. C'est l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure. Uber vient d'investir 250 millions dans cette entreprise. Ils viennent d'investir aussi dans une entreprise qui fait de la trottinette. Donc la vraie révolution aujourd'hui, celle-là, elle est là tout de suite et elle va arriver sans doute avant le véhicule autonome et certainement avec, c'est l'électromobilité. C'est le fait qu'en fait, on va électrifier tous nos modes de transport. Les grosses voitures, les gros camions, peut-être, les vélos tout de suite. Ça veut dire qu'un vélo avec lequel on faisait 10 km en transpirant, on va pouvoir faire 20 km sans transpirer. On va pouvoir en avoir à disponibilité. Ça coûte quand même nettement moins cher qu'une voiture. L'autre révolution, c'est quoi? C'est que le véhicule électrique, en gros, il a une vingtaine de pièces mécaniques, là où un véhicule thermique, il a plus de 10 000 pièces mécaniques. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus simple, vous me pardonnerez, les vrais pros de la techno, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de fabriquer un véhicule électrique. Et comme les gens qui s'y intéressent sont des gens qui viennent plutôt du monde du logiciel, ce sont des gens qui sont plus dans la logique d'assembler des véhicules. Ici, vous avez une start-up qui s'appelle Local Motors, en fait, que j'ai accompagnée il y a 2 ans. Et cette start-up, en fait, elle a fait un concours de design pour construire un véhicule autonome électrique. Donc ce véhicule existe, il fonctionne, il tourne. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la vraie révolution, elle n'est peut-être pas là où on le croit. La vraie révolution, c'est que tout le monde, beaucoup plus de gens vont être capables de fabriquer des véhicules. Prenez l'exemple de l'écran, du PC ou du téléphone. Bien sûr, il y aura toujours des iPhones, il y aura toujours des gens qui vont payer 1 000 € pour avoir un téléphone, mais il y a beaucoup plus de gens en fait, qui sont capables d'assembler des briques technologiques, des briques logicielles pour fabriquer des véhicules. Et elle est peut-être là, la révolution. C'est-à-dire, là, vous avez la Poste allemande, en fait, qui a fait fabriquer ses propres véhicules. Elle a fait fabriquer 10 000 véhicules comme ça, avec son propre cahier des charges, avec ses propres fournisseurs. Elle a assemblé, en fait, son mécano pour avoir ses propres véhicules. Ça paraît complètement anodin, mais elle est sans doute là, la révolution, et elle viendra sans doute s'ajouter à la révolution technologique. C'est-à-dire que vous aurez beaucoup plus d'acteurs qui seront capables d'assembler des briques, comme vous le faites dans le logiciel aujourd'hui. Il y aura des briques open source, il y aura des briques propriétaires. Indice, signal faible, Google a déjà laissé tomber l'idée de fabriquer ses propres véhicules pour justement fournir sur étagère en fait, des solutions qui permettent à d'autres de fabriquer des véhicules, de fabriquer des conducteurs, en fait, c'est-à-dire de remplacer le conducteur dans les véhicules. Donc finalement, je ne sais pas si on voit, on est à la croisée des chemins aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on voit plutôt arriver, c'est un mix entre de l'électrification et de l'autonomie. En gros, en mode urbain ici, ce qui va arriver en premier, c'est l'électrification. C'est-à-dire, oui, je vous confirme, dans les villes, on n'aura plus le droit de rouler ni avec un moteur diesel, ni même avec un moteur thermique. Donc, c'est des petits véhicules sur des petites distances qui seront électrifiés. En revanche, l'autonomie en mode urbain, ça sera le plus difficile, ce sera sans doute fait en dernier et dans certains secteurs. En revanche, sur des longues distances, en fait, sur des trajets plus longs, sur des autocars, ce qu'on appelle aujourd'hui des autocars, sur des camions, sur des véhicules de livraison, là, l'autonomie, elle va venir sûrement plus tôt, sans aucun doute avec une progressivité, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des camions on va faire peut-être entre Rennes et Nantes, on aura la nuit une voie qui sera dédiée en fait à des véhicules autonomes qui feront du fret, parce que le fret c'est beaucoup mieux maîtrisé. Et par contre, donc une autonomie tôt, mais une électrification beaucoup plus tard, parce qu'il reste encore beaucoup d'inconnus avant d'être capable de faire des moteurs et des batteries électriques sur des longues distances pour transporter des charges de 38 tonnes. Voilà, j'espère avoir été clair. Il me reste un petit peu de temps pour des questions. Je ne pensais vraiment pas arriver à finir à temps. Merci beaucoup à vous. Donc là, je reviens.